Ton aura n'est pas mystique, elle est psychologique, neurologique, existentielle. C'est le champ énergétique que ta psyché projette quand tu es aligné avec ton self véritable ou fragmenté par des traumas non intégrés. Antonio Damasio a prouvé que les émotions non processées altèrent ta présence physique de manière mesurable. Stephen Porges a révélé que ton système nerveux autonome communique la sécurité ou la menace avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Si tu veux savoir pourquoi certains magnétisent naturellement, tandis que tu disparais dans les espaces, prépare-toi pour une vérité qui va ébranler tout ce que tu croyais comprendre sur la présence humaine. Ce n'est pas une question de charme superficiel, de techniques apprises dans des livres de développement personnel bon marché ou de performance sociale épuisante. C'est une question d'intégration psychique profonde, de cohérence entre ton monde intérieur et ce que tu projettes inconsciemment dans le monde extérieur. Jung a passé des décennies à étudier ce phénomène qu'il appelait la manifestation du self individualisé, cette force invisible qui émane des êtres qui ont fait le travail d'unification de leurs opposés internes. Freud, de son côté, parlait de l'énergie libidinale, qui, lorsqu'elle est bloquée par des refoulements massifs, crée une présence éteinte, presque fantomatique. Adler a révélé comment le complexe d'infériorité non résolu fragmente littéralement ton champ énergétique, te rendant invisible aux yeux des autres, même quand tu es physiquement présent dans une pièce. Les neurosciences modernes confirment maintenant ce que ces pionniers de la psyché humaine avaient intuitivement compris il y a plus d'un siècle. Lisa Feldman Barrett a démontré que ton cerveau ne perçoit pas passivement le monde. Il le construit activement à travers des prédictions basées sur tes expériences passées, et cette construction prédictive s'applique aussi à la façon dont tu projettes ta présence et dont les autres te perçoivent avant même toute interaction consciente. Matthew Lieberman a prouvé que notre cerveau social détecte en quelques millisecondes l'incohérence entre ce que quelqu'un dit et ce que son système nerveux communique, créant cette sensation étrange quand tu rencontres quelqu'un dont la présence te met mal à l'aise sans raison apparente. Daniel Siegel parle de résonance neuronale, cette synchronisation invisible entre deux systèmes nerveux qui détermine si une connexion authentique s'établit ou si l'interaction reste superficielle et vidée d'énergie vitale. Ce que tu es sur le point de découvrir va au-delà des conseils superficiels sur la posture corporelle ou le contact visuel. Nous allons explorer les mécanismes psychologiques profonds, les circuits neuronaux, les dynamiques existentielles qui déterminent si tu entres dans une pièce et que tout le monde te remarque instantanément, ou si tu passes inaperçu comme un fantôme traversant des murs invisibles. Cette force que certains appellent aura, magnétisme ou présence n'est pas réservée à une élite chanceuse. C'est le résultat direct d'un processus psychologique précis que Jung appelait individuation, que Freud décrivait comme la levée du refoulement, qu'Adler voyait comme la transcendance du complexe d'infériorité, et que les neurosciences modernes confirment à travers la neuroplasticité, l'intégration cérébrale et la régulation du système nerveux autonome. Si tu as passé des années à te sentir invisible, ignoré, oublié dans les interactions sociales, si les gens semblent regarder à travers toi comme si tu n'existais pas vraiment, si tu as cette sensation douloureuse d'être présent physiquement mais absent énergétiquement, ce n'est pas parce que tu manques de quelque chose d'essentiel. C'est parce que ta force invisible est bloquée par des fragments non intégrés de ta psyché, par des traumas qui ont créé des murs de protection devenus des prisons, par une sombre refoulée qui consomme l'énergie que tu pourrais rayonner vers l'extérieur. La bonne nouvelle, celle que Jung a passé sa vie à démontrer à travers son travail clinique avec des milliers de patients, c'est que cette force peut être libérée, cultivée, amplifiée à travers un travail psychologique profond et courageux. Ce que nous allons explorer maintenant va transformer radicalement ta compréhension de ce que signifie vraiment avoir une présence magnétique et surtout,
Comment tu peux commencer dès aujourd'hui ce processus de libération de ta force invisible qui attend simplement d'être reconnue, acceptée et intégrée dans la totalité de ton être. Tu as toujours senti que quelque chose en toi n'était pas perçu par les autres, comme si une partie essentielle de ton être restait cachée derrière un voile invisible que personne ne pouvait traverser. Cette sensation d'être là sans vraiment être vu, d'exister dans l'espace, mais de ne pas occuper réellement de place dans la conscience collective d'une pièce, ce n'est pas le fruit de ton imagination ou d'une sensibilité excessive. C'est la manifestation directe d'un phénomène psychologique que Jung a magistralement décrit comme la dissociation entre la persona, ce masque social que tu portes, et le self, ton essence authentique profonde. Quand cet écart devient trop important, quand tu vis tellement à travers une façade construite pour plaire, pour protéger, pour survivre émotionnellement, ton aura véritable, cette signature énergétique unique qui te définit, s'affaiblit jusqu'à devenir presque imperceptible. Les gens ne captent plus ton essence, ils ne rencontrent qu'une surface lisse, neutre, qui ne provoque aucune résonance émotionnelle particulière. C'est comme si tu étais devenu transparent, non pas par choix, mais par nécessité psychique, comme mécanisme de défense face à des blessures anciennes qui t'ont appris que montrer ton vrai visage était dangereux. Jung disait que l'aura est la manifestation visible du self quand celui-ci est aligné avec la conscience, quand il n'y a plus de guerre intérieure entre ce que tu es profondément et ce que tu présentes au monde. Freud, avec son approche plus biologique, parlait d'énergie libidinale, cette force vitale qui circule librement chez certains et qui reste bloquée, stagnante chez d'autres, créant cette différence palpable entre quelqu'un qui irradie la vie et quelqu'un qui semble énergétiquement éteint. Ce que les gens perçoivent comme ton aura n'est rien d'autre que cette circulation libre ou entravée de ton énergie psychique fondamentale. Quand ton énergie vitale est bloquée par des refoulements massifs, par des émotions non digérées, par des parts de toi-même que tu as rejetées dans l'ombre parce qu'elles étaient jugées inacceptables, ta présence dans le monde devient fantomatique. Tu es là, mais tu n'es pas vraiment présent. Tu parles, mais tes mots ne portent pas de poids émotionnel. Tu bouges, mais tes mouvements manquent de cette qualité organique qui attire naturellement l'attention. Ce n'est pas une question de personnalité introvertie ou extravertie, c'est une question de cohérence psychique profonde entre ton monde intérieur et ta manifestation extérieure. Antonio Damasio a révolutionné notre compréhension des émotions en démontrant que celles-ci ne sont pas de simples états mentaux abstraits, mais des processus physiologiques concrets qui modifient la façon dont ton corps habite l'espace. Il a développé le concept de marqueurs somatiques, ces signaux corporels subtils qui guident tes décisions et qui, surtout, sont perçus inconsciemment par les autres personnes autour de toi. Quand tu as accumulé des années d'émotions non traitées, de colères avalées, de tristesses enfouies, de peurs paralysantes, ton corps porte ces marqueurs de manière chronique, et les autres détectent cette charge émotionnelle non résolue, même s'ils ne peuvent pas la nommer consciemment. Stephen Porges, à travers sa théorie polyvagale révolutionnaire, a montré que ton système nerveux autonome communique constamment ton état de sécurité ou de menace à travers ce qu'il appelle la neuroception, cette évaluation inconsciente et automatique du niveau de danger dans l'environnement. Quand ton système nerveux est bloqué dans un état chronique de vigilance ou de fermeture à cause de traumas non intégrés, tu émets des signaux de non-disponibilité relationnelle que les autres captent instantanément. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils se sentent mal à l'aise en ta présence ou simplement ils ne te remarquent pas, leur système nerveux ayant déjà évalué que tu n'es pas dans un état de connexion sociale disponible. Mais voici ce que la plupart ignorent complètement sur cette force invisible qui détermine comment tu es perçu dans le monde. Ce n'est pas seulement ton état émotionnel du moment qui compte, c'est la qualité de ton intégration psychique globale. Jung a observé pendant des décennies de pratiques cliniques que les personnes qui avaient fait le travail d'intégration de leur sombre, ces parts
refusées, honteuses, terrifiantes de leur psyché, développaient une présence d'une qualité totalement différente. Ce n'était pas une présence performative, construite, artificielle. C'était une présence qui émanait naturellement de l'unification intérieure, de l'acceptation de la totalité de leur être, ombre et lumière confondues. Ces personnes ne cherchaient plus à impressionner ou à plaire, elles existaient simplement dans leur vérité et paradoxalement, c'est cette authenticité radicale qui créait un magnétisme irrésistible. Les autres se sentaient attirés non pas par une façade brillante, mais par la profondeur, par cette qualité de présence qui ne joue aucun jeu social, qui ne porte aucun masque, qui est simplement, pleinement, totalement là. C'est ce que Jung appelait la manifestation du self individualisé, cet état psychologique où tu n'es plus fragmenté entre différentes identités conditionnées, mais unifié dans une cohérence intérieure qui se traduit par une cohérence énergétique palpable. L'intégration de la sombre ne signifie pas devenir parfait ou éliminer tes parts difficiles, elle signifie les reconnaître, les accepter, les intégrer consciemment dans ta vision de toi-même. Freud avait compris que tout ce qui est refoulé ne disparaît pas. Il continue d'exercer une influence souterraine, déformant tes comportements, drainant ton énergie vitale dans une guerre intestine constante contre toi-même. Quand tu refuses d'accepter ta colère, elle ne s'évapore pas, elle devient une tension chronique dans ton corps, une rigidité dans ta posture, une froideur dans ton regard. Quand tu nies ta tristesse, elle ne se dissout pas. Elle s'installe comme une lourdeur dans ta présence, une fatigue existentielle que les autres ressentent même si tu souris. Quand tu rejettes ta peur, elle ne disparaît pas. Elle se manifeste comme une hypervigilance constante, un retrait énergétique, une incapacité à être pleinement présent dans l'instant. Toute cette énergie que tu utilises pour maintenir tes défenses psychologiques, pour garder certaines parts de toi-même enfermées dans des cachots intérieurs, c'est de l'énergie qui ne peut pas rayonner vers l'extérieur, qui ne peut pas contribuer à cette force invisible que nous appelons aura ou présence magnétique. Les recherches en neurosciences affectives menées par Richard Davidson ont démontré quelque chose d'absolument fascinant sur la nature de cette présence. Il a découvert que les personnes qui pratiquaient régulièrement des formes de méditation axées sur la compassion et l'acceptation inconditionnelle, donc des pratiques qui favorisent l'intégration plutôt que le refoulement, développaient des patterns d'activation cérébrale complètement différents. Leur cortex préfrontal, la région associée à la régulation émotionnelle et à la présence consciente, montrait une activation plus stable et plus cohérente. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est que leur système nerveux autonome, mesuré à travers la variabilité de la fréquence cardiaque, montrait une flexibilité beaucoup plus grande, une capacité à passer fluidement entre activation et relaxation selon les besoins du contexte. Cette flexibilité du système nerveux se traduit directement par une qualité de présence complètement différente. Ces personnes ne sont pas figées dans un état défensif chronique. Elles peuvent s'ouvrir et se fermer de manière adaptative, et c'est cette fluidité que les autres perçoivent comme une présence à la fois forte et accueillante, confiante mais non menaçante, centrée mais non rigide. C'est exactement ce que Jung décrivait quand il parlait de l'individuation comme d'un processus qui crée non pas une personnalité parfaite, mais une personnalité intégrée, capable de contenir et d'exprimer toute la gamme de l'expérience humaine sans être submergée ou fragmentée. Quand tu entres quelque part et que personne ne te voit vraiment, quand les conversations continuent comme si tu n'étais pas là, quand on t'oublie dans les invitations, quand on parle par-dessus toi sans s'en rendre compte, ce n'est pas parce que tu n'as pas de valeur ou que les autres sont cruels, c'est parce que ta sombre non intégrée consume l'énergie qui pourrait rayonner vers l'extérieur et créer cette présence magnétique que certains semblent posséder naturellement. Jung a découvert à travers son travail approfondi avec l'inconscient que nous projetons constamment des parts de nous-mêmes que nous n'avons pas intégrées. Quand tu n'as pas fait la paix avec ta propre insignifiance perçue,
avec tes propres peurs d'être rejeté, avec ta propre conviction inconsciente de ne pas mériter l'attention. Tu projettes cette invisibilité sur le monde, et le monde te reflète exactement ce que tu projettes. Ce n'est pas de la pensée magique ou de la loi de l'attraction superficielle. C'est un mécanisme psychologique profond où ton système nerveux, ton langage corporel, ton énergie émotionnelle communiquent constamment aux autres comment ils doivent te traiter. Si ton message inconscient est « je ne mérite pas d'être vu », je suis dangereux à connaître vraiment, je dois rester caché pour être en sécurité, alors les autres, sans même s'en rendre compte, respecteront ces frontières invisibles que tu as érigées autour de toi. Le refoulement de la sombre, ce mécanisme que Freud a identifié comme central dans la formation des névroses, crée littéralement un affaiblissement de l'aura parce qu'il fragmente ton énergie psychique. Imagine que ton énergie vitale est comme une rivière qui devrait couler librement. Chaque fois que tu refuses d'accepter une part de toi-même, chaque fois que tu juges une émotion comme inacceptable, chaque fois que tu crées une règle intérieure rigide sur ce que tu as le droit d'être ou de ressentir, tu construis un barrage dans cette rivière. L'énergie s'accumule derrière ces barrages, créant une pression interne douloureuse, une tension chronique, une fatigue existentielle. Mais surtout, cette énergie bloquée ne peut plus circuler vers l'extérieur, ne peut plus nourrir ta présence dans le monde, ne peut plus créer ce champ magnétique qui attire naturellement l'attention et l'intérêt des autres. Tu deviens comme une centrale électrique dont presque toute la production est consommée en interne pour maintenir les systèmes de confinement, ne laissant qu'un filet d'énergie pour rayonner vers l'extérieur. Les gens ne te voient pas parce qu'il n'y a presque rien à voir. Toute ta lumière est absorbée par les ombres que tu refuses de reconnaître et d'intégrer. Jung disait que la sombre n'est pas l'ennemi, elle est l'or caché, la matière première de l'individuation. Chaque part de toi que tu as rejetée contient une énergie vitale, une authenticité, une force qui attend simplement d'être réclamée et intégrée dans la conscience. Quand tu commences à dialoguer avec ta sombre, au lieu de la fuir, quand tu explores avec curiosité plutôt qu'avec jugement ces territoires intérieurs que tu as marqués comme interdits, quelque chose de magique se produit. L'énergie qui était consommée dans la répression devient disponible pour la vie, pour la présence, pour la connexion authentique avec les autres. Ta voix gagne en profondeur parce qu'elle n'est plus filtrée par 10 couches de censure interne. Ton regard devient plus direct, parce que tu n'as plus peur de ce que les autres pourraient y voir. Tes mouvements deviennent plus fluides, parce que ton corps n'est plus une forteresse, mais un instrument d'expression vivant. Cette transformation n'est pas superficielle, elle ne peut pas être imitée ou performée, elle émane de l'intérieur comme une réorganisation fondamentale de ton être. C'est ce que les autres perçoivent quand ils disent qu'il y a quelque chose de différent chez toi maintenant, quelque chose de plus présent, de plus réel, de plus touchant. Freud a également observé dans sa pratique clinique que les mécanismes de défense, bien qu'utiles à court terme pour protéger le moi fragile, deviennent à long terme des obstacles majeurs à l'épanouissement et au rayonnement de l'énergie vitale. La projection, par exemple, ce mécanisme par lequel tu attribues à autrui des qualités ou des défauts qui sont en réalité les tiens non reconnus, crée une distorsion massive dans tes relations. Tu ne rencontres jamais vraiment l'autre, tu rencontres tes propres projections, et cette inauthenticité relationnelle se traduit par une incapacité à créer des connexions profondes qui nourrissent ton sens de présence dans le monde. Le déni, cette stratégie qui consiste à refuser de voir une réalité douloureuse, crée une déconnexion entre ton expérience interne et ton expression externe, qui se manifeste comme une incohérence énergétique que les autres détectent immédiatement. L'intellectualisation, ce refuge dans l'analyse mentale pour éviter de ressentir les émotions, crée une présence froide, distante, qui peut être brillante intellectuellement mais qui manque totalement de chaleur humaine. Tous ces mécanismes, bien qu'ils aient pu te sauver émotionnellement à un moment de ta vie, bloquent maintenant l'énergie vitale qui pourrait circuler librement et créer cette présence magnétique authentique.
Adler a apporté une contribution essentielle à notre compréhension de l'aura, en identifiant le complexe d'infériorité comme un facteur central dans l'affaiblissement de la présence. Il a observé que presque tous ses patients portaient, sous diverses formes, une conviction profonde de ne pas être assez, de manquer de quelque chose d'essentiel qui ferait d'eux des êtres dignes d'attention et d'amour. Ce complexe d'infériorité, souvent formé dans l'enfance à travers des expériences de comparaison, de rejet ou d'exigences impossibles à satisfaire, devient une lentille déformante à travers laquelle tu perçois toutes tes interactions sociales. Tu entres dans une pièce déjà convaincu que tu es moins important que les autres, moins intéressant, moins digne d'attention. Et cette conviction se manifeste dans chaque micro-comportement, chaque hésitation, chaque retrait préventif. Le complexe d'infériorité fragmente littéralement ton champ énergétique parce qu'une partie de toi essaie d'exister, pendant qu'une autre partie plus forte te tire constamment vers l'invisibilité pour te protéger de la confirmation de ton insuffisance perçue. C'est une guerre intérieure épuisante qui consume presque toute ton énergie vitale, ne laissant qu'une présence diminuée, hésitante, presque apologétique d'exister. Et c'est là que ça devient vraiment troublant, parce que cette dynamique crée un cercle vicieux auto-renforçant. Plus tu te sens invisible, plus tu te retires pour te protéger. Plus tu te retires, moins les autres te remarquent. Moins ils te remarquent, plus ta conviction d'être insignifiant se renforce. Cette spirale descendante peut durer des années, des décennies, créant une existence fantomatique où tu es physiquement présent, mais psychologiquement absent de ta propre vie. Adler a également identifié que les tentatives de compensation du complexe d'infériorité, comme la recherche obsessionnelle de succès externes, de reconnaissance, de supériorité, non seulement ne résolvent pas le problème, mais souvent l'aggravent. Parce que ces compensations sont construites sur le même fondement fragile de l'infériorité perçue, elles créent une présence artificiellement gonflée qui manque totalement d'authenticité. Les autres peuvent être impressionnés temporairement par tes accomplissements, mais ils ne se sentent pas connectés à toi parce que ce qu'ils rencontrent n'est pas ton être véritable, mais une construction défensive. La vraie présence magnétique, celle qui attire naturellement et durablement, ne vient jamais de la compensation, mais de l'acceptation profonde de ta valeur intrinsèque, indépendamment de tes réalisations externes. Joseph Ledoux a révolutionné notre compréhension des circuits neuronaux de la peur et de leur impact sur le comportement social. Ses recherches sur l'amygdale, cette petite structure en forme d'amande située dans le système limbique, ont montré qu'elle agit comme un système d'alarme hypersensible qui évalue constamment les menaces potentielles dans l'environnement. Quand tu as vécu des traumas relationnels, des rejets précoces, des expériences répétées d'invisibilité ou de honte, ton amygdale développe une hypersensibilité qui détecte des menaces même dans des interactions sociales neutres ou bienveillantes. Cette hyperactivation chronique de l'amygdale crée un état de retrait énergétique constant. Ton système nerveux te pousse à te faire petit, à ne pas attirer l'attention, à rester en périphérie des interactions sociales, parce qu'au niveau neurobiologique, la visibilité est codée comme dangereuse. Ce n'est pas une décision consciente, c'est une réaction automatique câblée dans tes circuits neuronaux à travers des années de conditionnement par la douleur. Le problème, c'est que ce mécanisme de protection, bien qu'il ait pu te protéger de blessures supplémentaires dans un contexte effectivement dangereux, continue de fonctionner même quand le contexte a changé, te gardant prisonnier d'un pattern de retrait qui affaiblit massivement ta présence et ton aura. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes changent littéralement l'atmosphère d'une pièce simplement en y entrant, sans dire un mot, sans faire de gestes spectaculaires, simplement par leur présence elle-même? Ce n'est pas du charisme au sens superficiel du terme, ce n'est pas une technique de communication apprise dans des séminaires, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et subtil qui se passe au niveau neurobiologique entre les êtres humains. Matthew Lieberman, pionnier des neurosciences sociales, a démontré que notre cerveau possède ce qu'il appelle un cerveau social,
un ensemble de réseaux neuronaux spécifiquement dédiés à la navigation dans le monde interpersonnel. Ce cerveau social fonctionne en permanence, même quand tu n'es pas consciemment en train de penser aux autres, scannant l'environnement social, détectant les signaux subtils, évaluant la sécurité et les intentions des personnes autour de toi. Mais voici ce qui est absolument crucial pour comprendre la question de l'aura et de la présence magnétique. Ce cerveau social détecte avec une précision remarquable l'incohérence entre ce que quelqu'un dit ou fait consciemment et ce que son système nerveux communique inconsciemment. C'est pourquoi tu peux rencontrer quelqu'un qui dit toutes les bonnes choses, qui sourit, qui semble amical, mais tu sens quelque chose qui cloche, une dissonance que tu ne peux pas nommer, mais qui te met mal à l'aise. Cette détection de l'incohérence est instantanée, automatique, et extrêmement puissante dans ses effets sur nos choix relationnels. Quand ton cerveau social détecte une cohérence parfaite entre l'expression verbale, le langage corporel, le ton de voix et les signaux autonomes du système nerveux chez quelqu'un, il t'envoie un signal de confiance, une sensation de cette personne est authentique, je peux me détendre en sa présence. C'est cette cohérence que nous percevons comme une aura forte, une présence magnétique. À l'inverse, quand il détecte une incohérence, quand les mots disent une chose mais le corps en communique une autre, quand la surface est souriante mais les signaux autonomes trahissent l'anxiété ou la fermeture, ton cerveau social t'envoie un signal d'alerte, une sensation de méfiance diffuse qui te fait inconsciemment t'éloigner ou te fermer. Si tu as passé des années à porter un masque social, à dire ce que tu penses que les autres veulent entendre plutôt que ce que tu ressens vraiment, à refouler tes émotions authentiques pour maintenir une façade acceptable, ton système nerveux communique constamment cette incohérence aux cerveaux sociaux de toutes les personnes que tu rencontres. Ils ne savent pas consciemment ce qui ne va pas, mais ils le sentent, et cette sensation les pousse à ne pas s'investir dans une connexion avec toi, à te garder à distance, à littéralement ne pas te voir vraiment. Daniel Siegel a développé un concept fascinant, appelé résonance neuronale, qui décrit comment nos systèmes nerveux se synchronisent littéralement quand nous sommes en présence l'un de l'autre. Il a montré qu'il existe des neurones miroirs et des circuits d'empathie qui nous permettent de ressentir les états internes des autres comme s'ils étaient les nôtres. Quand tu es en présence de quelqu'un qui est profondément intégré, dont le système nerveux est régulé, dont les émotions circulent librement sans blocage majeur, ton propre système nerveux ressent cette qualité et tend à se synchroniser avec elle. C'est pourquoi tu te sens bien, détendu, plus toi-même, en présence de certaines personnes. Leur régulation interne crée un champ de sécurité qui permet à ton propre système nerveux de se détendre. À l'inverse, quand tu es en présence de quelqu'un dont le système nerveux est dysrégulé, en hypervigilance chronique ou dissocié, ton propre système nerveux détecte cette dysrégulation et peut soit se fermer pour se protéger, soit devenir anxieux par contagion émotionnelle. Cette synchronisation interpersonnelle, cette résonance neuronale, est au cœur de ce que nous appelons aura ou présence. Les personnes qui ont fait un travail profond d'intégration psychologique et de régulation de leur système nerveux créent naturellement un champ de résonance qui attire les autres, qui les fait se sentir en sécurité, qui permet des connexions authentiques. C'est un magnétisme qui n'a rien à voir avec des techniques superficielles, mais tout à voir avec la qualité de ton organisation intérieure. Jung a beaucoup écrit sur les phénomènes de projection et de transfert dans les relations humaines, montrant comment nous voyons constamment dans les autres des aspects de notre propre psyché que nous n'avons pas reconnus en nous-mêmes. Mais il y a un aspect moins connu de ce mécanisme qui est absolument crucial pour comprendre l'aura. Non seulement nous projetons nos contenus inconscients sur les autres, mais nous percevons aussi intuitivement les projections qui viennent vers nous. Quand quelqu'un projette sur toi des qualités ou des défauts qui ne sont pas vraiment les tiens, tu le sens, même si tu ne peux pas le formuler clairement. Cette sensation d'être mal compris, de ne pas être vu pour ce que tu es vraiment, crée une frustration existentielle profonde et paradoxalement peut te pousser à te retirer encore plus, affaiblissant davantage ta présence.
Le problème devient encore plus complexe quand tu réalises que tu projettes aussi constamment sur les autres. Si tu n'as pas intégré ta propre sombre, si tu portes des jugements sévères sur certaines parts de toi-même, tu vas inconsciemment projeter ces jugements sur les autres, les percevant à travers le prisme déformant de tes propres rejets internes. Cela crée une dynamique relationnelle où personne ne rencontre vraiment personne, où chacun interagit avec ses propres projections, et cette inauthenticité généralisée dissout complètement la possibilité d'une présence magnétique authentique. Les recherches révèlent quelque chose d'encore plus profond et fascinant sur la nature de la perception interpersonnelle. Lisa Feldman Barrett a bouleversé notre compréhension des émotions en démontrant que ton cerveau ne perçoit pas passivement les émotions des autres. Il les construit activement à travers un processus qu'elle appelle la construction prédictive. Ton cerveau utilise tes expériences passées pour faire des prédictions constantes sur ce qui est en train de se passer dans le monde, y compris dans les visages et les corps des personnes autour de toi. Mais voici ce qui est absolument crucial. Si tes expériences passées ont été marquées par le rejet, l'invisibilité, l'insignifiance, ton cerveau va prédire et donc percevoir ces mêmes patterns, même dans des interactions neutres. Tu vas interpréter un regard distrait comme du mépris, une conversation qui se poursuit sans toi comme un rejet intentionnel, un oubli accidentel comme une confirmation de ton insignifiance. Et parce que la construction prédictive influence aussi ton comportement, tu vas agir de manière à confirmer ces prédictions, créant un cercle vicieux où ton cerveau produit la réalité qu'il prédit. Cette boucle de rétroaction entre perception et réalité explique pourquoi certaines personnes semblent constamment invisibles, même quand elles essaient d'être vues. Leur système de construction prédictive est câblé pour produire et percevoir l'invisibilité. Barrett a également montré que ton cerveau prédit non seulement ce que tu vas percevoir chez les autres, mais aussi comment les autres vont te percevoir. Et ces prédictions influencent directement la façon dont tu te présentes. Si tu prédis inconsciemment que les autres vont te trouver inintéressant, ennuyeux, insignifiant, ton système nerveux va ajuster ton langage corporel, ton ton de voix, ton niveau d'énergie pour correspondre à cette prédiction. Tu vas te faire petit, parler doucement, éviter le contact visuel, te positionner en périphérie des groupes, et tous ces micro-comportements vont effectivement communiquer aux autres que tu n'es pas une personne centrale à remarquer. C'est une prophétie auto-réalisatrice qui opère en dessous du seuil de la conscience, pilotée par des circuits neuronaux formés à travers des années d'expérience. La bonne nouvelle, celle que les neurosciences modernes confirment avec force, c'est que ces circuits prédictifs ne sont pas figés. La neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se recabler à travers de nouvelles expériences, signifie que tu peux littéralement transformer les prédictions que ton cerveau génère sur toi-même et sur la façon dont les autres te perçoivent. Mais cela nécessite un travail conscient, soutenu, courageux pour créer de nouvelles expériences qui contredisent les anciennes prédictions et permettent à de nouveaux circuits de se former. Ce que tu as appelé faiblesse pendant toutes ces années, cette sensibilité extrême qui te fait capter les moindres nuances émotionnelles dans une pièce, cette tendance à te retirer quand l'énergie devient trop intense, cette difficulté à maintenir une façade sociale pendant des heures, tout cela n'est pas un défaut de caractère, mais de la matière brute pour l'individuation si tu apprends à travailler avec plutôt que contre. Jung a passé la majeure partie de sa vie à étudier le processus d'individuation, ce chemin de transformation psychologique par lequel un être humain devient véritablement lui-même, unifié, entier, non plus fragmenté par les exigences contradictoires du monde extérieur et de ses propres complexes inconscients. Il a découvert que l'individuation n'est pas un processus confortable, ce n'est pas une voie de facilité ou d'évitement de la douleur. C'est au contraire un chemin qui demande de descendre dans les profondeurs de ta propre psyché, de rencontrer les dragons intérieurs, d'intégrer les parts de toi-même que tu as passé une vie entière à fuir. Mais c'est aussi le seul chemin vers une présence authentique, magnétique, qui ne repose sur aucune performance, mais sur l'être lui-même.
L'individuation, telle que Jung l'a décrit, est essentiellement un processus d'unification des opposés internes. Tu portes en toi des contradictions apparemment inconciliables. Une partie de toi veut être vue, reconnue, importante, tandis qu'une autre partie veut se cacher, rester en sécurité dans l'invisibilité. Une partie de toi est pleine de désirs et d'ambition, tandis qu'une autre partie est fatiguée, désabusée, convaincue que rien n'a de sens. Une partie de toi veut aimer et être aimée, tandis qu'une autre partie a tellement peur de la vulnérabilité qu'elle sabote toute possibilité de connexion profonde. Ces opposés créent une tension interne déchirante qui fragmente ton énergie et affaiblit massivement ta présence. L'individuation ne consiste pas à éliminer un pôle pour favoriser l'autre. Elle consiste à tenir ces opposés ensemble, à créer un espace intérieur suffisamment vaste pour contenir toute la complexité de ton être. Quand tu peux accepter que tu es simultanément fort et vulnérable, lumineux et sombré, capable et limité, quelque chose de remarquable se produit. L'énergie qui était consommée dans la guerre civile interne devient disponible et cette énergie libérée se manifeste comme une présence d'une qualité totalement différente, une aura qui n'est plus construite sur le déni mais sur l'acceptation radicale de la totalité. Le processus d'intégration de la sombre que Jung préconise suit généralement certaines étapes que son travail clinique a permis d'identifier. D'abord, il y a la reconnaissance, ce moment souvent douloureux où tu commences à apercevoir ces parts de toi-même que tu as niées. Tu réalises peut-être que sous ta gentillesse apparente se cache une rage enfouie. Tu découvres que derrière ton détachement intellectuel se dissimule une peur terrifiante de l'intimité émotionnelle. Tu comprends que ton perfectionnisme est en réalité une défense contre un sentiment profond d'inadéquation. Cette reconnaissance est inconfortable parce qu'elle ébranle l'image que tu as construite de toi-même, mais elle est absolument nécessaire. Ensuite vient l'acceptation, cette phase encore plus difficile où tu dois permettre à ces parts refusées d'exister sans les juger, sans essayer de les changer immédiatement, simplement les accueillir dans ta conscience comme des aspects légitimes de ton expérience humaine. Cette acceptation ne signifie pas que tu dois agir sur tous tes impulses ou identifier complètement à tes ombres, elle signifie simplement que tu reconnais leur existence et leur droit d'exister dans ta psyché. Puis vient la phase de transmutation, ce processus alchimique, comme Jung aimait l'appeler, par lequel l'énergie contenue dans la sombre est transformée en quelque chose de créatif, de vital, d'authentique. Ta rage réprimée peut devenir une capacité saine à poser des limites et à défendre tes valeurs. Ta peur de l'intimité, une fois reconnue, peut se transformer en une capacité à choisir consciemment tes connexions, plutôt que de fuir automatiquement. Ton sentiment d'inadéquation, accueilli avec compassion, peut devenir une humilité authentique qui permet des connexions humaines profondes parce que tu n'es plus dans la performance de la perfection. Cette transmutation n'est pas instantanée. C'est un processus graduel qui demande de la patience, de la compassion envers soi-même et souvent l'accompagnement d'un thérapeute qualifié qui peut te guider dans ces territoires intérieurs complexes. Mais chaque petit pas dans ce processus libère de l'énergie, dissout des blocages et se manifeste dans ta présence extérieure comme une qualité nouvelle, une authenticité, une profondeur que les autres ressentent immédiatement même s'ils ne peuvent pas la nommer. Freud avait identifié un mécanisme qu'il appelait la levée du refoulement, et bien qu'il l'ait décrit dans un contexte thérapeutique spécifique, le concept est fondamental pour comprendre la libération de l'énergie vitale bloquée. Quand un contenu refoulé est amené à la conscience, quand tu te permets de ressentir pleinement une émotion que tu as évitée pendant des années, il y a littéralement une libération d'énergie psychique. Cette énergie qui était utilisée pour maintenir le refoulement, pour garder certaines expériences hors de la conscience, devient soudainement disponible pour d'autres fonctions. Les patients de Freud rapportaient souvent, après des séances où un matériel important avait été levé du refoulement, une sensation de légèreté, d'espace, d'énergie renouvelée. Ce n'était pas une illusion.
C'était l'expérience concrète de l'énergie qui n'était plus drainée par les mécanismes de défense. Cette énergie libérée se manifeste dans tous les aspects de ta présence. Ta voix porte plus loin parce qu'elle n'est plus étouffée par des tensions chroniques. Ton regard devient plus clair parce qu'il n'évite plus constamment les contacts visuels par peur de ce que l'autre pourrait y voir. Tes gestes deviennent plus expansifs parce que ton corps n'est plus contraint par la nécessité inconsciente de se faire petit et invisible. Lequel de ces blocages énergétiques as-tu reconnu en toi en lisant jusqu'ici? Cette sensation que ton énergie vitale est drainée par des guerres intérieures, par des parts de toi-même maintenues en cage, par une vigilance constante pour ne pas montrer ce que tu juges inacceptable. Partage ta réflexion en commentaire, car reconnaître ces patterns est déjà le début du processus de libération. Adler avait une approche légèrement différente, mais complémentaire de Jung et Freud, sur la question de la présence et de ce qu'il appelait le sentiment communautaire ou intérêt social. Il avait observé que les personnes qui se sentaient profondément connectées à l'humanité, qui avaient développé un sens authentique d'appartenance et de contribution, rayonnaient naturellement une présence chaleureuse et magnétique. À l'inverse, ceux qui étaient prisonniers de leur complexe d'infériorité, enfermés dans une préoccupation narcissique avec leur propre inadéquation, manquaient complètement de cette qualité de présence qui attire les autres. Son insight était que le dépassement du complexe d'infériorité ne se fait pas par la compensation, par l'accumulation de preuves de sa supériorité, mais par le développement d'un intérêt social authentique, d'une capacité à se sentir partie d'un tout plus grand que soi. Quand ton énergie n'est plus complètement absorbée par tes propres blessures, par ta propre lutte pour prouver ta valeur, elle devient disponible pour voir vraiment les autres, pour contribuer authentiquement. Et c'est cette ouverture vers l'extérieur qui, paradoxalement, crée la présence magnétique que tu recherchais. Les neurosciences modernes confirment maintenant de manière spectaculaire ce que Jung pressentait intuitivement il y a plus d'un siècle sur la possibilité de transformation profonde de la psyché humaine. Richard Davidson, un des pionniers dans l'étude de la neuroplasticité émotionnelle, a démontré quelque chose d'absolument révolutionnaire pour notre sujet. Il a montré que le cerveau ne se contente pas de changer en réponse à des expériences passives. Il peut être intentionnellement recablé à travers des pratiques spécifiques. Ces études sur les méditants de longue durée ont révélé des modifications structurelles et fonctionnelles massives dans les régions cérébrales associées à la régulation émotionnelle, à l'empathie et à la présence consciente. Ces personnes ne sont pas nées avec ces capacités extraordinaires. Elles les ont développées à travers une pratique soutenue qui a littéralement remodelé leur architecture neuronale. Ce qui est particulièrement fascinant pour notre question de l'aura et de la présence magnétique, c'est que ces changements cérébraux se traduisent directement par une qualité de présence mesurablement différente. Les appareils de neuroimagerie montrent que quand ces méditants expérimentés entrent dans une pièce, même sans méditer activement, leur activation cérébrale de base est radicalement différente de celle de la population générale. Davidson a identifié ce qu'il appelle un style émotionnel, une sorte d'empreinte neuronale qui détermine comment tu réagis aux événements de la vie, comment tu te remets des difficultés, comment tu régules tes émotions et surtout comment tu es présent dans tes interactions avec les autres. Ce style émotionnel n'est pas figé génétiquement, il est malléable, plastique, transformable à tout âge. Les 6 dimensions qu'il a identifiées, la résilience, l'attitude, la perspicacité sociale, la conscience de soi, la sensibilité au contexte et l'attention, peuvent toutes être modifiées intentionnellement à travers des pratiques spécifiques. Mais ce qui est crucial, c'est que ces dimensions se manifestent directement dans ta présence, dans ton aura. Quelqu'un qui a développé une résilience émotionnelle profonde porte cette stabilité dans son système nerveux et les autres le ressentent comme une présence rassurante, fiable. Quelqu'un qui a cultivé une attention soutenue est pleinement présent quand tu lui parles et cette qualité de présence crée une connexion qui te fait te sentir vu, entendu, important.
Tu peux recabler littéralement ta présence à travers un travail intentionnel sur ces dimensions de ton style émotionnel, et cette transformation n'est pas superficielle. Elle est ancrée dans des changements neurobiologiques réels et durables. Daniel Siegel a développé un concept qu'il appelle l'intégration cérébrale, qui est au cœur de ce que nous appelons présence magnétique ou aura forte. Il définit l'intégration comme le processus par lequel des parties séparées d'un système sont liées ensemble, tout en maintenant leur différenciation. Appliqué au cerveau, cela signifie que différentes régions, différents réseaux neuronaux, qui pourraient fonctionner de manière isolée ou même contradictoire, apprennent à communiquer harmonieusement, créant une cohérence globale. Quand ton cerveau est bien intégré, ton cortex préfrontal peut réguler efficacement ton amygdale sans supprimer tes émotions. Ton hémisphère gauche logique et ton hémisphère droit intuitif travaillent ensemble plutôt que l'un contre l'autre. Tes circuits de pensée et tes circuits de ressenti sont connectés plutôt que dissociés. Cette intégration neuronale se manifeste dans ta vie comme une capacité à être à la fois émotionnelle et rationnelle, spontané et réfléchi, ouvert et protégé selon les besoins du contexte. Les autres perçoivent cette intégration comme une présence équilibrée, flexible, authentique, qui peut répondre de manière appropriée à différentes situations sans rigidité ni chaos. Stephen Porges, à travers sa théorie polyvagale, a révélé quelque chose d'absolument fondamental sur la régulation du système nerveux autonome et son impact direct sur ta présence et ton aura. Il a identifié 3 systèmes hiérarchiques qui régulent tes réponses aux situations sociales et aux menaces. Le système d'engagement social ventral vagal, qui te permet d'être ouvert, connecté, présent. Le système sympathique de mobilisation, qui te prépare à combattre ou à fuir face au danger. Et le système dorsal vagal, qui te fait te figer, te dissocier, te fermer complètement quand la menace est perçue comme insurmontable. L'insight crucial de Porges est que ces systèmes communiquent constamment ton état interne aux autres à travers ce qu'il appelle des indices de sécurité, des signaux subtils dans ton visage, ta voix, ta posture, qui indiquent aux autres si tu es disponible pour la connexion ou si tu es en mode défense. Quand tu as vécu des traumas, des rejets répétés, des expériences d'invisibilité chronique, ton système nerveux peut rester bloqué dans les états de mobilisation ou de figement, même dans des contextes sociaux sûrs. Tu entres dans une pièce déjà en mode défense, ton visage manque d'expressivité parce que ton ventral vagal n'est pas activé. Ta voix est monotone ou tendue, ta posture est rigide ou effondrée, et tous ces signaux communiquent aux autres que tu n'es pas disponible pour la connexion sociale. Ils ne te voient pas parce que leur propre système nerveux détecte que tu n'es pas dans un état d'engagement social. Mais voici l'élément que peu comprennent vraiment sur la transformation de l'aura à travers la régulation du système nerveux. Ce n'est pas une question de volonté ou de décision consciente. Tu ne peux pas simplement décider d'activer ton ventral vagal et de te sentir soudainement ouvert et connecté. Le système nerveux autonome fonctionne, comme son nom l'indique, de manière autonome, en dessous du seuil de la conscience. Ce qui le transforme, ce sont des expériences répétées de sécurité, de co-régulation, avec d'autres systèmes nerveux bien régulés, de pratiques somatiques qui enseignent à ton corps que l'ouverture n'est plus dangereuse. Porges a montré que des pratiques, comme le chant parce qu'il stimule le nerf vague, peuvent littéralement entraîner ton système nerveux à rester dans l'engagement social. Les thérapies somatiques, qui travaillent directement avec le corps, plutôt qu'uniquement avec la parole, peuvent libérer des patterns de figement ou de mobilisation chronique qui étaient bloqués depuis des années. La clé est de comprendre que ton aura, ta présence, est en grande partie déterminée par l'état de ton système nerveux autonome, et que transformer cet état demande un travail qui va au-delà de la compréhension intellectuelle pour toucher directement le corps et ses mémoires implicites. Boris Cyrulnik, avec son travail pionnier sur la résilience et la neuropsychiatrie, a apporté un éclairage essentiel sur la possibilité de renaissance psychique, même après des traumas profonds.
Il a étudié pendant des décennies des personnes qui avaient vécu des horreurs, des abandons, des violences terribles, et qui pourtant avaient réussi à reconstruire une vie pleine de sens, de connexion, de présence. Ce qui l'a frappé, c'est que ces personnes n'avaient pas simplement survécu. Elles avaient été transformées par leur souffrance d'une manière qui créait une profondeur, une sagesse, une présence qui touchait tous ceux qui les rencontraient. Cyrulnik parle du concept de tuteur de résilience, ces personnes, ces expériences, ces moments de connexion authentique qui permettent à un système nerveux traumatisé de commencer à se réorganiser vers la sécurité et l'ouverture. Un seul regard bienveillant au bon moment, une seule expérience d'être vraiment vu et accepté dans ta douleur, peut initier un processus de transformation neurobiologique qui va progressivement recabler tes circuits de peur et de retrait. Ce que Cyrulnik nous enseigne sur l'aura et la présence magnétique, c'est que les personnes les plus magnétiques ne sont souvent pas celles qui n'ont jamais souffert, mais celles qui ont intégré leur souffrance, qui ont fait ce travail alchimique de transformer le plomb de la douleur en or de la sagesse et de la compassion. Leur présence porte cette profondeur qui vient uniquement de l'expérience vécue, digérée, intégrée. Frankl disait quelque chose qui résonne profondément avec cette expérience de transformation de la présence à travers l'intégration de la souffrance. Il affirmait que la recherche de sens est la motivation fondamentale de l'être humain, plus profonde encore que la recherche du plaisir ou du pouvoir. Quand tu trouves un sens dans ta souffrance, quand tu peux voir comment même tes expériences les plus douloureuses ont contribué à façonner la profondeur de ton être, quelque chose de radical se produit dans ta présence. Tu n'es plus une victime de ton histoire, tu deviens l'auteur d'un récit de transformation. Cette réorientation existentielle libère une énergie massive qui était auparavant consommée dans le ressentiment, dans le pourquoi moi, dans la rage impuissante contre l'injustice de ton sort. Frankl a observé que les survivants des camps de concentration qui avaient maintenu un sens, une raison de vivre, avaient non seulement de meilleures chances de survie physique, mais portaient, après leur libération, une présence d'une qualité particulière, une gravité, une profondeur, une authenticité qui commandait le respect et l'attention. Leur aura n'était pas construite sur des accomplissements externes ou sur une persona sociale brillante. Elle émanait de leur être même, forgée dans la souffrance et transformée par le sens qu'ils avaient réussi à en extraire. Les gens commencent à te remarquer sans que tu ne changes rien d'externe, sans que tu adoptes de nouvelles techniques de communication ou que tu modifies ton apparence physique. C'est l'une des expériences les plus étranges et fascinantes du processus d'individuation et d'intégration psychologique. Tu peux avoir passé des années à essayer de te rendre visible par des moyens externes, en changeant ta coiffure, tes vêtements, en apprenant des techniques de conversation, en forçant une présence qui ne venait pas naturellement, et rien ne marchait vraiment. Les gens continuaient à ne pas te voir, à t'oublier, à parler par-dessus toi. Puis après avoir fait ce travail profond d'intégration de ta sombre, de régulation de ton système nerveux, d'unification de tes opposés internes, quelque chose change radicalement dans la façon dont les autres te perçoivent. Soudain, on se souvient de ton nom. On t'inclut spontanément dans les conversations. Les gens recherchent ton opinion. Ton entrée dans une pièce ne passe plus inaperçue. Ce changement n'est pas le résultat d'une manipulation ou d'une performance. Il est l'émergence naturelle de ta présence authentique qui n'est plus bloquée par les fragmentations intérieures et les mécanismes de défense chroniques. Jung décrivait cela comme la présence archétypale du self individualisé, cette qualité particulière que portent les êtres qui ont accompli un certain degré d'unification psychologique. Ce n'est pas une perfection, ce n'est pas l'absence de problèmes ou de difficultés, c'est une cohérence intérieure qui se manifeste comme une présence solide, ancrée, authentique. Les archétypes, dans la théorie jungienne, sont des patterns universels de l'expérience humaine qui résident dans l'inconscient collectif. Quand tu as fait le travail d'individuation, quand tu as intégré suffisamment de ta sombre pour ne plus être fragmenté par des complexes inconscients,
tu commences à incarner des archétypes d'une manière plus pleine et authentique. Tu peux porter l'archétype du sage, non pas par une posture intellectuelle, mais par une sagesse incarnée née de l'expérience. Tu peux manifester l'archétype du guerrier, non pas par une agressivité compensatoire, mais par une capacité ferme à défendre tes limites et tes valeurs. Tu peux exprimer l'archétype de l'amant, non pas par une séduction superficielle, mais par une capacité profonde à la connexion et à la vulnérabilité. Cette incarnation archétypale crée une présence qui résonne avec quelque chose de profond dans la psyché des autres. Ils reconnaissent inconsciemment en toi des patterns universels qui touchent leur propre inconscient. Adler avait identifié que le développement de l'intérêt social authentique, ce sentiment de connexion profonde avec l'humanité et de désir de contribuer au bien commun, créait naturellement une présence magnétique. Quand ton énergie n'est plus entièrement absorbée par tes propres blessures, par ta propre lutte pour te sentir valable et important, elle devient disponible pour voir vraiment les autres, pour t'intéresser authentiquement à leurs expériences, pour contribuer d'une manière qui vient de ta nature profonde plutôt que d'un calcul social. Les gens ressentent instantanément la différence entre quelqu'un qui fait semblant de s'intéresser comme technique sociale et quelqu'un qui est authentiquement curieux et concerné. Cette authenticité de l'intérêt social attire naturellement parce qu'elle répond à un besoin humain fondamental d'être vu, reconnu, considéré comme important. Paradoxalement, c'est quand tu arrêtes d'essayer désespérément d'être important aux yeux des autres que tu commences à le devenir réellement, parce que ton attention n'est plus tournée narcissiquement vers toi-même, mais authentiquement vers les autres. Ce changement d'orientation crée un champ magnétique relationnel qui attire naturellement les connexions et les opportunités. Matthew Lieberman a montré dans ses recherches sur le cerveau social que notre langage corporel inconscient communique beaucoup plus d'informations que nous ne le réalisons consciemment. Il a découvert que des observateurs pouvaient prédire avec une précision remarquable les états émotionnels, les intentions, même certains traits de personnalité d'une personne simplement en regardant quelques secondes de vidéos sans son. Nos corps parlent constamment, émettant des signaux sur notre état interne, notre niveau de confiance, notre ouverture ou notre fermeture, notre authenticité ou notre masque. Quand tu as fait le travail d'intégration psychologique, quand ton système nerveux est mieux régulé, quand il n'y a plus cette guerre constante entre ce que tu ressens et ce que tu montres, ton langage corporel se transforme complètement. Tes gestes deviennent plus fluides parce qu'ils ne sont plus entravés par des tensions chroniques. Ta posture s'ouvre parce que tu n'as plus besoin de te protéger constamment. Ton visage devient plus expressif parce que tu te permets de ressentir et de montrer tes émotions authentiques. Ce changement dans ton langage corporel est détecté instantanément par les cerveaux sociaux de toutes les personnes que tu rencontres et ils répondent à cette nouvelle qualité de présence en te voyant différemment, en t'incluant plus, en te remarquant naturellement. Et voici la partie la plus fascinante de cette transformation de l'aura et de la présence magnétique. Elle ne dépend pas de devenir quelqu'un d'autre, elle dépend de devenir plus pleinement toi-même. Jung répétait souvent que l'individuation n'est pas un processus de se conformer à un idéal externe de ce que tu devrais être. C'est un processus de découvrir et de devenir ce que tu es déjà, potentiellement, au plus profond de ton être. Ta présence magnétique authentique ne peut jamais venir de l'imitation de quelqu'un d'autre, de l'adoption de comportements qui ne sont pas organiquement les tiens, de la performance d'une personnalité qui n'émane pas de ton essence. Les tentatives de créer une présence artificielle échouent toujours, parce que l'incohérence entre ce que tu es vraiment et ce que tu essaies de projeter est détectée instantanément par les systèmes nerveux des autres. La seule présence magnétique durable est celle qui émane de l'authenticité, de la cohérence entre ton être intérieur et ton expression extérieure. C'est pourquoi le travail d'intégration de la sombre, de régulation du système nerveux, d'unification des opposés internes est si crucial. Il ne s'agit pas de te construire une nouvelle personnalité, mais de libérer ta personnalité authentique
de toutes les couches de défense, de conditionnement, de fragmentation qui l'ont enfermé pendant des années, les philosophes stoïciens, particulièrement Sénèque et Marc Aurèle, avaient compris intuitivement quelque chose que les neurosciences modernes confirment maintenant sur la relation entre la force intérieure et le rayonnement extérieur. Sénèque écrivait que la vraie grandeur ne se trouve pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi, dans cette capacité à rester centré, présent, cohérent face aux tempêtes extérieures. Cette force intérieure, développée à travers la pratique philosophique quotidienne, la contemplation de la mort, l'acceptation de ce qui ne peut être changé et l'action courageuse sur ce qui peut l'être, créait chez les stoïciens une présence particulière qui impressionnait leurs contemporains. Marc Aurèle, malgré le poids immense de l'Empire romain sur ses épaules, portait une tranquillité, une dignité, une présence qui commandait naturellement le respect. Cette présence ne venait pas du pouvoir externe qu'il possédait, elle émanait de son travail intérieur, constant sur lui-même, de sa pratique quotidienne de la philosophie comme mode de vie. Les stoïciens avaient compris que la force intérieure rayonne naturellement vers l'extérieur, que quelqu'un qui a cultivé l'équanimité, la sagesse, la vertu, porte ces qualités dans son être même, dans sa façon de se tenir, de parler, de regarder le monde. Cette présence stoïcienne n'est pas froide ou détachée, elle est profondément humaine, ancrée dans l'acceptation complète de la condition humaine, avec ses joies et ses souffrances inévitables. Combien de ces signes d'une aura intégrée as-tu commencé à ressentir dans ta propre vie, même subtilement, même par moments fugaces, cette sensation que tu es plus présent, plus vu, plus connecté qu'avant? Écris ton nombre en commentaire, car reconnaître ces premiers signes de transformation est crucial pour renforcer les nouveaux circuits neuronaux qui sont en train de se former. L'un des aspects les plus importants et souvent négligés de la transformation de l'aura est la patience avec le processus. Nous vivons dans une culture qui valorise la rapidité, les résultats instantanés, les transformations avant-après spectaculaires. Mais la neuroplasticité, l'intégration psychologique profonde, la régulation du système nerveux sont des processus qui se déploient sur des mois et des années, pas sur des jours ou des semaines. Chaque fois que tu choisis consciemment de rester présent avec une émotion difficile plutôt que de la fuir, tu renforces les circuits neuronaux de la régulation émotionnelle. Chaque fois que tu reconnais un aspect de ta sombre et que tu l'accueilles avec compassion plutôt que jugement, tu libères un peu plus d'énergie psychique. Chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que la performance sociale, même si c'est inconfortable, tu renforces la cohérence entre ton être intérieur et ton expression extérieure. Ces micro-choix, répétés jour après jour, sont ce qui transforme progressivement ton système nerveux, ta psyché et donc ta présence dans le monde. Maintenant, tu peux commencer à cultiver consciemment cette force invisible en intégrant des pratiques spécifiques dans ta vie quotidienne qui soutiennent l'individuation, la régulation du système nerveux et l'intégration psychologique profonde. Ce ne sont pas des techniques superficielles ou des hacks rapides, ce sont des pratiques profondes qui demandent engagement et patience, mais qui produisent des transformations réelles et durables. Jung accordait une importance cruciale au dialogue avec l'inconscient, à travers des pratiques comme l'imagination active, où tu entres dans un état de conscience modifié entre la veille et le sommeil, pour permettre aux contenus inconscients de s'exprimer sous forme d'images, de scènes, de dialogues intérieurs. Cette pratique n'est pas de la simple rêverie, c'est une méthode structurée pour rencontrer les complexes inconscients, pour dialoguer avec les parts refusées de ta psyché, pour intégrer progressivement ta sombre. Quand tu pratiques l'imagination active régulièrement, tu commences à établir une relation consciente avec ton inconscient, et cette relation transforme la dynamique interne entre tes différentes parts psychiques. Les conflits qui se jouaient automatiquement en dessous de ta conscience peuvent maintenant être amenés à la lumière et travaillés consciemment. Le travail avec les rêves était également central dans l'approche jungienne. Tes rêves ne sont pas des productions aléatoires d'un cerveau au repos,
Ils sont des messages de ton inconscient sur ton état psychologique actuel, sur les déséquilibres qui demandent attention, sur les potentialités qui cherchent à émerger. Tenir un journal de rêves et apprendre à les interpréter, non pas à travers des dictionnaires de symboles génériques, mais à travers la compréhension de ce que chaque symbole signifie personnellement pour toi, crée un pont entre conscient et inconscient qui facilite l'intégration. Quand tu prêtes attention à tes rêves, quand tu les honores comme des communications importantes de ta psyché profonde, quelque chose change dans ta relation à toi-même. Tu commences à te traiter comme un mystère à explorer plutôt que comme un problème à résoudre, et cette orientation fondamentale transforme la qualité de ta présence parce que tu portes en toi cette curiosité, cette ouverture à ta propre profondeur. La méditation de pleine conscience, telle que Richard Davidson et ses collègues l'ont étudiée, est une des pratiques les plus puissantes pour entraîner ta présence au niveau neurobiologique. Contrairement à l'idée populaire que méditer c'est vider l'esprit ou arrêter les pensées, la pleine conscience consiste à développer une attention stable et non jugeante à ce qui est présent dans ton expérience, moment après moment. Quand tu médites régulièrement, tu entraînes littéralement ton cortex préfrontal à réguler ton amygdala, tu renforces les réseaux neuronaux associés à la présence et à l'attention, tu développes une capacité à observer tes pensées et émotions sans être complètement identifié à elles. Cette capacité métacognitive, cette possibilité d'être conscient de ta conscience, transforme radicalement ta présence parce que tu n'es plus emporté par chaque vague émotionnelle. Tu peux rester ancré dans un centre stable, même quand des tempêtes intérieures se déchaînent. Les recherches de Davidson montrent que même 20 minutes de méditation quotidienne, pratiquées avec régularité, produisent des changements mesurables dans la structure et la fonction du cerveau après 8 semaines. Ces changements se manifestent directement dans ta vie comme une présence plus stable, plus ancrée, plus magnétique. Frankl nous rappelle que la recherche de sens n'est pas un luxe philosophique, mais une nécessité existentielle qui détermine la qualité de ta présence et de ton engagement dans la vie. Quand tu as trouvé ou créé un sens profond à ton existence, quand tu peux voir comment même tes souffrances ont contribué à façonner qui tu es, quand tu as identifié des valeurs qui guident tes choix et des contributions que toi seul peux apporter, cette orientation vers le sens transforme complètement ton énergie. Tu n'es plus en train de survivre, de te traîner à travers les jours. Tu es engagé dans quelque chose qui te dépasse et te remplit simultanément. Cette présence orientée vers le sens est magnétique parce qu'elle répond à un besoin profond chez les autres de voir quelqu'un qui vit avec intention, avec engagement, avec authenticité. Frankl suggérait plusieurs chemins vers le sens. Le travail créatif qui permet d'apporter quelque chose d'unique au monde, l'amour et la connexion profonde avec d'autres êtres, et l'attitude courageuse face à la souffrance inévitable, cette capacité à transformer la douleur en croissance. Chacun de ces chemins, quand il est emprunté authentiquement, amplifie ta présence parce qu'il connecte ton énergie à quelque chose de plus grand que tes préoccupations narcissiques immédiates. Albert Camus, avec son concept de l'absurde et de la révolte existentielle, offre une autre perspective sur la libération de l'énergie vitale qui crée une présence magnétique. Pour Camus, l'absurde n'est pas une raison de désespérer, mais une libération radicale. Quand tu acceptes pleinement que l'univers n'a pas de sens intrinsèque, que tu es libre de créer ton propre sens, que tu n'as pas à te conformer aux attentes écrasantes d'un système de valeurs externes, quelque chose se dénoue en toi. La pression interne diminue, l'anxiété de performance se dissout et l'énergie qui était consommée dans la conformité devient disponible pour l'expression authentique. Camus écrivait que nous devons imaginer Sisyphe heureux, cet homme condamné à rouler éternellement un rocher en haut d'une montagne pour le voir retomber, précisément parce qu'il a accepté l'absurdité de sa condition et choisi de trouver sa liberté et sa dignité dans l'acte lui-même, plutôt que dans un résultat impossible. Cette acceptation de l'absurde, loin d'être nihiliste, libère une énergie existentielle massive. Tu n'as plus à prouver quoi que ce soit à un univers indifférent. Tu peux simplement être, créer,
aimer, te révolter contre l'injustice, vivre intensément. Tout cela parce que tu as choisi ces engagements, pas parce qu'ils te sont imposés par une quelconque nécessité cosmique. Cette liberté existentielle se manifeste comme une présence d'une qualité particulière, à la fois légère et profonde, engagée et détachée, intensément vivante précisément parce qu'elle ne prend plus la vie trop au sérieux. L'application quotidienne de ces principes demande ce que les stoïciens appelaient ascésis, une pratique régulière, une discipline spirituelle, non pas au sens de mortification ou de punition, mais au sens d'entraînement, de cultivation de ta psyché comme tu cultiverais un jardin. Chaque matin, prends quelques minutes pour te connecter consciemment avec ton intention, avec le sens que tu veux donner à cette journée. Pendant la journée, pratique la présence consciente dans tes interactions, remarque quand tu glisses dans l'automatisme, dans la performance, dans la fermeture défensive, et choisis consciemment de revenir à une présence plus authentique. Quand des émotions difficiles surgissent, plutôt que de les refouler automatiquement, prends un moment pour les ressentir pleinement, pour leur donner de l'espace, pour les accueillir avec compassion. Le soir, réfléchis à ta journée non pas pour te juger, mais pour apprendre, pour identifier les moments où tu étais vraiment présent et ceux où tu t'es perdu dans les mécanismes habituels. Cette pratique quotidienne de conscience et de retour à l'authenticité est ce qui, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, transforme progressivement ta psyché et donc ta présence dans le monde. L'intégration progressive est la clé, pas la perfection instantanée. Chaque petit pas compte, chaque moment de conscience compte, chaque choix d'authenticité même inconfortable compte. Les circuits neuronaux se renforcent par la répétition, l'intégration psychologique se dippe par la pratique soutenue. Le système nerveux se régule progressivement à travers des expériences répétées de sécurité et de co-régulation. Ne te décourage pas si les changements semblent lents, si tu as l'impression de faire 2 pas en avant et 1 pas en arrière. C'est la nature même du processus de transformation profonde. Ce qui compte, c'est la direction générale, la tendance sur le long terme, pas la perfection à chaque instant. Et surtout, cultive la compassion envers toi-même tout au long de ce chemin. Tu n'es pas en train de corriger un défaut, tu es en train de libérer une force qui a toujours été là mais qui était emprisonnée par des fragmentations et des peurs légitimes. Cette force invisible que nous appelons aura ou présence magnétique n'est rien d'autre que ton être authentique, libre de circuler sans entrave, de rayonner sans blocage, de se manifester dans toute sa puissance naturelle. L'invisibilité que tu as portée pendant toutes ces années n'était pas une malédiction aléatoire ou une preuve de ton insuffisance fondamentale. Elle était en réalité une gestation silencieuse, une période nécessaire de maturation psychologique dans l'obscurité avant l'émergence vers la lumière. Jung parlait souvent de la nuit obscure de l'âme, ces périodes de retrait, d'isolement, de souffrance apparemment inutile qui précèdent les grandes transformations psychologiques. Ce temps où tu te sentais invisible, oublié, insignifiant, ce temps n'était pas perdu, il était le creuset dans lequel ta profondeur se forgeait. Les expériences les plus douloureuses de ton invisibilité ont créé en toi une sensibilité, une conscience, une capacité à voir la souffrance des autres qui n'aurait jamais pu se développer sans cette traversée de l'ombre. Ta future présence magnétique ne sera pas construite malgré ces années d'invisibilité, mais à travers elles, grâce à la profondeur qu'elles ont creusée en toi, grâce à la compassion qu'elles ont éveillée, grâce à l'authenticité qu'elles ont rendue nécessaire, parce que tous les masques sociaux avaient déjà échoué. Ce que tu appelles maintenant force invisible ou aura n'est rien d'autre que ton essence authentique qui demande simplement à être reconnue, acceptée, libérée des cages psychologiques où tu l'avais enfermée pour survivre. Cette force a toujours été là, même dans tes moments les plus sombres, même quand tu te sentais complètement éteint. Elle attendait simplement que tu deviennes assez courageux, assez conscient, assez désespéré peut-être pour commencer le travail d'intégration qui seul peut la libérer. Chaque pas que tu fais maintenant sur ce chemin, chaque moment de conscience que tu cultives, chaque part de sombre que tu intègres,
chaque nouvelle expérience de régulation de ton système nerveux, tout cela contribue à dissoudre les barrages qui bloquaient ta force invisible et à permettre à ta présence authentique d'émerger naturellement. Ce n'est pas quelque chose que tu dois construire ou acquérir de l'extérieur, c'est quelque chose qui est déjà là, attendant d'être libéré de l'intérieur. La présence la plus magnétique n'est jamais artificielle. Elle est toujours l'expression naturelle d'un être qui a fait la paix avec lui-même, qui a unifié ses opposés internes, qui a transformé sa souffrance en sagesse, qui peut maintenant simplement être, pleinement, totalement, authentiquement, sans masque, sans défense, sans fragmentation. Si cette exploration profonde de la force invisible de l'aura a touché quelque chose en toi, si tu as reconnu des parts de ton propre chemin dans ces réflexions, partage ce contenu avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de comprendre pourquoi il se sent invisible et comment cette invisibilité peut être le début d'une transformation profonde plutôt que la preuve d'une insuffisance. Quelle phrase ou quel concept t'a le plus marqué dans tout ce voyage à travers la psychologie des profondeurs et les neurosciences de la présence? Partage-le en commentaire pour que nous puissions continuer à explorer ensemble ces territoires fascinants de la psyché humaine. Et si tu veux poursuivre ce voyage intérieur avec un soutien plus approfondi, si tu sens que tu es prêt à faire le travail courageux d'intégration qui transformera vraiment ta présence, rejoins notre communauté de membres où nous explorons ces thèmes avec encore plus de profondeur, avec des pratiques guidées, avec un accompagnement sur le long terme qui soutient vraiment la transformation durable plutôt que les changements superficiels et temporaires.